On va enchaîner avec la troisième présentation et j'invite Dr Rahma Gargouri de l'hôpital Hedi Sheker, CHU Hedi Sheker. Elle va nous parler de comment évaluer l'impact et les stratégies de prise en charge du sommeil chez les patients BPCO. À vous la parole. Merci Madame la Présidente. Donc, bonjour à tous. C'est toujours un plaisir de participer au Congrès du sommeil dans sa 8e édition. Et c'est à mon tour de vous parler du sommeil de BPCO. Alors, la BPCO, comme vous le savez, c'est une maladie inflammatoire qui touche plusieurs systèmes et qui peut causer des troubles respiratoires nocturnes qui sont déjà fréquents en population générale et qui demeurent malheureusement sous-diagnostiqués et sous-traités. Donc, l'objectif de cette séance, c'est de tracer l'état des lieux par rapport au sommeil des BPCO et de déduire l'impact de ces troubles sur la santé. Pour bien percevoir la normale, il faut tout d'abord se rappeler le normal. Voici donc un cycle de sommeil de 6 heures d'un individu normal avec la prédominance du sommeil paradoxal à la deuxième moitié du sommeil. En fait, chez un sujet normal, on va trouver des modifications physiologiques, en l'occurrence une diminution du contrôle respiratoire central, une diminution du fonctionnement musculaire respiratoire, avec une diminution de la ventilation minute, une augmentation des résistances des voies aériennes et une diminution de la capacité résiduelle fonctionnelle qui a plusieurs mécanismes, dont le déplacement céphalique du diaphragme et la diminution de la compliance pulmonaire. En fait, ces modifications physiologiques sont sans impact sur un sujet normal, alors qu'en est-il chez un BPCO? Mais avant de répondre, laissez-moi vous introduire Monsieur Tout-le-Monde, qui est BPCO, âgé de 60 ans, BPCO de groupe B, très mauvais observant de son traitement et qui consulte pour fatigue chronique, baisse de la concentration avec notion de réveil nocturne. Et d'ailleurs, durant la consultation, il n'a cessé de faire bouger ses membres et c'était dû au stress selon sa femme qui se plaignait déjà de son renflement nocturne. Alors, selon vous, qu'est-ce qu'il a, Monsieur Tout-le-Monde? Nous en saurons plus à la fin de la présentation. Je reviens donc à la physiopathologie. Donc, tout d'abord, on va avoir lors du sommeil d'un BPCO une amplification des phénomènes physiologiques avec donc une diminution de la ventilation minute, des phénomènes physiopathologiques encore plus prononcés, donc une diminution de la CRF, une perturbation du rapport ventilation sur perfusion qui est due aux obstructions bronchiques, aux bouchons et à l'obstruction des voies aériennes, avec une hypoxémie et une tendance à l'hypoventilation, notamment en sommeil REM. Donc, ce schéma illustre bien ce que je viens de dire avec un travail à minima et une augmentation des résistances des voies aériennes qui va aboutir à cette tendance à l'hypoventilation et à l'hypoxémie. Donc, on se rend bien compte que durant une sommeil de BPCO, il se passe tellement de choses qu'il convient vraiment de l'observer de près. Bizarrement et étonnamment, donc, le sommeil des BPCO demeure toujours mal étudié et d'ailleurs, le terme symptômes nocturnes de BPCO n'a pas été clairement défini dans la littérature. Sur le plan pratique, on doit faire vraiment la grande différence entre les symptômes qui sont liés à la BPCO elle-même, le terrain de survenue, la comorbidité et les symptômes propres à la BPCO et les troubles respiratoires comorbides de la BPCO. Donc, pour pallier à ce manquement, un groupe de connaisseurs se sont réunis en Espagne en 2011 et ont essayé de faire l'état des lieux par rapport aux différents symptômes nocturnes qui peuvent survenir chez le BPCO. Et donc, ils ont conclu que finalement, il y avait une liste des principaux troubles comorbides du sommeil qui étaient le syndrome d'apnée obstructive du sommeil, le syndrome d'apnée centrale, l'hypoxémie nocturne isolée, l'hypoventilation alvéolaire nocturne, le syndrome des jambes sans repos et l'insomnie. Donc, vous voyez bien sur cette illustration la BPCO qui est présentée par le triangle en bleu. Ce BPCO-là, il peut avoir plusieurs problèmes, en l'occurrence donc le syndrome d'hypoventilation présenté par le triangle gris et le syndrome d'apnée de sommeil présenté par la partie jaune. Commençons d'abord par le syndrome de chevauchement qui est l'association de syndrome d'apnée de sommeil et de BPCO. On appelle ça aussi le syndrome de recouvrement. Donc, sa prévalence, elle varie beaucoup dans la littérature. Elle aussi entre 1 et 4% pour atteindre 30 et même 65% dans certaines séries portant sur des BPCO sévères. Il y a même une méta-analyse fraîchement émise en mars 2025 qui estime qu'un tiers des BPCO serait overlap syndrome et il stipule que cette prévalence est en nette augmentation.
Alors, l'overlap syndrome, c'est le résultat d'un déséquilibre entre des facteurs protecteurs et des facteurs favorisants chez un BPCO. Les facteurs protecteurs étant l'IMC bas, le phénotype pink buffer en l'occurrence, la réduction du sommeil en REM et quelques médicaments de BPCO, essentiellement les bronchodilatateurs. Donc, j'insiste sur le fait que la relation entre le SAOS et le BPCO, c'est une relation bidirectionnelle. En fait, la BPCO peut favoriser l'apparition de SAS. D'ailleurs, le BPCO peut utiliser les corticoïdes inhalés qui vont faire augmenter le diamètre du cou avec une obésité et une réduction du diamètre des voies aériennes. En plus, donc, pour les BPCO sévères, ils vont avoir une hypertension pulmonaire avec un cœur pulmonaire chronique, un œdème qui va atteindre aussi les voies aériennes supérieures, donc cela va favoriser le SAS. En plus, la BPCO va entraîner un état de dyspnée qui va donc entretenir la sédentarité et l'obésité. Tout le monde sait aussi que les BPCO ont un état de faiblesse musculaire, donc cela va favoriser l'hypercollapsibilité des voies aériennes. Dans l'autre sens, donc, chez un SAOS, on peut trouver des facteurs qui pourraient favoriser l'apparition de BPCO. En fait, donc, lorsqu'on a un SAS, on va avoir des problèmes de désaturation et réoxygénation avec une vibration des voies aériennes. Cela va entretenir donc un stress oxydatif avec un état inflammatoire qui va favoriser ou aggraver la BPCO. En plus, donc, on va avoir, durant le SAOS, une hyperpression négative au niveau du thorax lors des apnées. Donc, cela va favoriser le reflux gastro-œsophagien et son implication dans la BPCO n'est plus à démontrer. Les malades donc SAOS ventilés vont avoir des problèmes avec un problème de congestion nasale qui va aggraver les symptômes de la BPCO. Dans le même sens, donc, le SAOS va donc donner un manque de sommeil avec probablement une augmentation de l'utilisation de la nicotine, donc cela va favoriser la BPCO. Je rappelle aussi que finalement, les deux pathologies ont déjà des facteurs de risque communs comme le RGO, la rhinite allergique, l'obésité et le tabagisme. Donc, vous voyez bien sur cette illustration que la relation SAOS et BPCO, c'est une relation qui est multidirectionnelle, qui va dans les deux sens et les deux pathologies partagent beaucoup de facteurs de risque. Alors, quel est l'impact de l'association SAS-BPCO? On va avoir des apnées. Ces apnées vont entraîner une hypoxémie et une hypercapnie sur un terrain qui a déjà une tendance à l'hypoxémie et à l'hypercapnie. Donc certainement, on va avoir des complications. Les complications les plus graves étant les complications cardiovasculaires. On va avoir une tendance plus accrue aux arythmies. Le risque d'hypertension pulmonaire est augmenté. Certaines études parlent d'une prévalence de 85% de HTP en cas de overlap. Ces chiffres-là vont réveiller la réflexion d'aller vérifier la PAPS chez tout BPCO qui a une PAPS qui est très élevée, démesurée par rapport à la gravité de sa maladie, et à aller vérifier la PAPS chez les sujets SAS qui, normalement, ne devraient pas avoir une grande hypertension pulmonaire, en tout cas pas plus que 20% des cas. La même logique pour l'insuffisance cardiaque chronique, donc 12% des overlaps souffrent d'insuffisance cardiaque chronique. Ce papier parle même d'un triple overlap syndrome où on aura donc le SAOS, la BPCO et l'insuffisance cardiaque droite avec toutes ces complications possibles. Donc, cette figure a déjà été exposée par professeur Abouda. Donc, vous voyez bien la BPCO et le SAS avec l'hypoxémie tout au centre qui va entraîner cette inflammation avec le dysfonctionnement endothélial, l'athérosclérose avec toutes les complications possibles. Alors, qu'en est-il de l'effet de l'overlap syndrome sur la BPCO? En fait, on va avoir donc une augmentation du risque des exacerbations, et c'est des exacerbations qui sont sévères avec une mortalité qui est accrue. Elle peut atteindre jusqu'à 7% par rapport au BPCO isolé ou par rapport au SAOS isolé, et généralement, c'est dû aux complications cardiovasculaires. On parle même d'un risque dynamique, là où plus on est à risque de développer des BPCO à risque, plus on a un risque d'avoir un SAOS. Donc, on se rend bien compte que l'overlap syndrome est donc source de morbimortalité accrue, d'où la nécessité d'un dépistage et d'une prise en charge convenable. Alors, quand penser au syndrome de chevauchement? En fait, les facteurs de risque habituels de SAOS ne sont pas vraiment fiables pour la BPCO. Donc, et déjà, la pertinence des tests de dépistage est très variable selon la littérature.
Donc, la bioinformatique, les bioinformaticiens se sont introduits et ils ont proposé un papier très intéressant qui parle de la mutation du gène GRM8 en cas d'overlap syndrome. En tout cas, plusieurs études se sont intéressées sur les facteurs prédictifs qui doivent amener le praticien à chercher la BPCO. Donc la liste, c'est la suivante. C'est soit les symptômes classiques du SAOS, soit une hypoxémie diurne donc avec une saturation inférieure à 93%, une hypercapnie diurne, une obésité, une polyglobulie, des comorbidités essentiellement cardiovasculaires ou métaboliques ou encore l'usage d'hypnotiques. Pour authentifier ce trouble, la polysomnographie reste l'examen de référence selon l'Association américaine des maladies de sommeil, et bien qu'elle pose un problème de disponibilité. En fait, elle est indiquée à chaque fois qu'elle est disponible et à chaque fois qu'on a un des critères que je viens de citer, ou encore lorsque l'hypoxémie chez le BPCO est démesurée par rapport à la sévérité de la maladie, ou lorsqu'on découvre une insuffisance cardiaque droite qui est assez prononcée. Dans notre pratique courante, on a plutôt la polygraphie, mais chose importante, il faut rappeler toujours qu'on va pratiquer une polygraphie chez des patients qui ont déjà tendance à l'hypoxémie et à l'hypoventilation. Donc peut-être qu'on va sous-estimer la pathologie. En plus, ces BPCO peuvent être mis déjà sous oxygénothérapie, donc l'étude sera certainement biaisée. L'oxymétrie nocturne est toujours validée, mais en termes de BPCO, elle n'a pas été validée à elle seule en termes de BPCO. Voici donc une oxymétrie qui montre une désaturation en V. Cette désaturation est typique d'un SAOS en sommeil paradoxal. Là aussi, je vous montre une désaturation avec un aspect en dents de scie. Un tel aspect doit motiver la pratique d'une polygraphie parce que c'est très évocateur de SAOS également. Après avoir porté le diagnostic, il faut prendre en charge notre malade. Donc, on va certainement prendre en charge la BPCO elle-même avec tous les traitements inhalés, la réhabilitation aussi, et on va suivre gentiment les recommandations GOLD. La ventilation en pression positive reste toujours le GOLD standard. Elle va permettre une meilleure ventilation avec diminution de la capnie, avec une diminution de la fréquence et de la gravité des exacerbations. Vous voyez très bien, donc l'étude de Marin et al. A déjà été exposée par professeur Abouda, donc qui montre bien l'impact de la ventilation par PPC sur des sujets overlap syndrome. Vous avez en bas, en bleu clair, les gens qui n'ont pas bénéficié de ces PAP. Elle améliore aussi bien la survie que la fréquence des exacerbations. Malheureusement, et bien que la PPC soit un élément précieux de prise en charge, elle se heurte toujours à un problème d'observance. Voici donc un papier de l'équipe de Sousse qui montre bien l'inobservance à la tunisienne. Mais rassurez-vous, ce n'est pas du tout un problème local. En fait, il y a plusieurs études qui parlent même d'une observance et qui va en s'aggravant avec le temps. Cette mauvaise observance s'illustre très bien par la fameuse étude Alaska qui montre sur des sujets qui sont éligibles de ventilation, la BPCO était la comorbidité la plus prédictive de mauvaise observance. Quant à la VNI, on applique la VNI lorsqu'on a une hypoventilation avec une hypercapnie supérieure ou égale à 35 mm de mercure. Voici donc les résultats de cette étude avec en bleu les sujets qui ont bénéficié de VNI et en rouge les sujets qui n'en ont pas eu. Et vous remarquez très bien que la VNI donnait de meilleurs résultats de survie en termes de décès, toutes causes confondues, et en termes de décès par exacerbation de BPCO. Fait important, elle offre une meilleure survie aussi en termes de réhospitalisation et en termes de survie, en termes de réhospitalisation à cause d'une exacerbation de BPCO ultérieure. J'arrive à l'oxygénothérapie. Elle seule, elle n'a aucune place. Déjà, vous avez ici cette figure cette étude qui a porté sur des malades qui sont éligibles de traitement par PPC et qui présentaient une hypoxémie. Il y a un groupe qui a refusé d'avoir la PPC et vous voyez très bien que la survie sur le groupe PPC-OLD était beaucoup meilleure. Donc, si on voit en panorama l'overlap syndrome, c'est un trouble qui est fréquent et survient sur un terrain favorisant. Donc, le diagnostic va dans les deux sens. Si on a un BPCO, on doit penser au SAS. Si on a un SAS, on doit penser au BPCO. La CPAP se situe au cœur de la prise en charge. Ce papier, je l'ai trouvé, il parle de contingent. Donc,
c'est un overlap entre deux pathologies. Donc, si on a le contingent SAS qui prédomine, on va opter plutôt pour la CPAP. Si on a un contingent BPCO qui prédomine, on va opter pour la VNI. Donc, l'apnée centrale du sommeil, il ne faut pas vraiment y penser en dehors d'une insuffisance cardiaque. Donc, le diagnostic passe par la gazométrie et la polysomnographie. J'arrive maintenant aux désaturations nocturnes isolées. Ma tâche a été facile parce que cela a déjà été initié par quelques présentations antérieures. Donc, elle est définie par une saturation inférieure à 90% de plus que 10% de la nuit, voire même 30% de la nuit pour que ça soit sévère. Elle est très fréquente, elle peut atteindre 70% chez les BPCO. Elle est plus fréquente en cas de sommeil paradoxal. Fait important, on peut avoir une désaturation nocturne isolée chez des BPCO qui ont finalement une saturation entre 95 et 90%. Fait important aussi, à saturation en oxygène similaire, les patients qui ont une hypercapnie diurne présentent une hypoxémie nocturne qui est de temps plus fréquente. Alors, qu'en penser à l'hypoxémie nocturne ? Tout simplement lorsqu'on a un sommeil agité, fragmenté, non compensateur, plusieurs éveils ou encore devant une complication. Mais il faut savoir qu'il n'y a aucune caractéristique ni mesure physiologique qui permettait de prédire cette hypoxémie nocturne. Le diagnostic doit passer par l'hypoxémie nocturne qui doit être faite à chaque fois qu'on a une saturation inférieure ou égale à 93%. Et là, l'oxymétrie va montrer l'aspect de désaturation. La polysomnographie, c'est l'examen de référence, pas de pratique courante, on l'applique lorsqu'on suspecte d'autres troubles respiratoires comorbides du sommeil ou encore lorsque notre oxymétrie montre une désaturation en dents de scie. Alors, la prise en charge, elle doit passer par l'oxygénothérapie certainement, mais comme cela a déjà été dit, l'oxygénothérapie nocturne seule n'est pas indiquée. Donc, on va appliquer l'oxygénothérapie lorsqu'on a une PO2 inférieure à 55 mm de mercure, selon les recommandations GOLD. Pour les PO2 entre 55 et 60 mm de mercure, je rappelle que la désaturation non apnéique ne figure plus parmi les indications de la mise sous OLD. Alors, l'efficacité de l'OLD, elle a déjà été mise en évidence par l'étude NOTE en 1981. Donc, l'OLD, elle permet d'améliorer l'hypoxémie nocturne, de diminuer la fréquence des micro-éveils. Elle est indiquée au rythme de 15 heures par 24 heures de sommeil. Et vous voyez bien les résultats de cette étude qui montrent une meilleure survie pour les malades qui ont bénéficié d'une oxygénothérapie qui sont présentés par la courbe bleue. J'arrive maintenant à l'hypoventilation alvéolaire nocturne. Qu'appelle-t-on hypoventilation alvéolaire? C'est tout simplement lorsque la ventilation est insuffisante pour éliminer le CO2. En fait, elle va commencer en sommeil REM pour atteindre le sommeil lent, puis par la suite, on aura une hypoventilation constante et là, on aura une hypoventilation aussi bien nocturne que diurne. Elle est en fait définie par l'American Society of Sleep Medicine par une augmentation anormale du CO2 avec une PaCO2 supérieure à 55 mm de mercure pendant le sommeil pendant plus que 10 minutes ou encore son augmentation de 10 mm de mercure de la valeur de base et qui atteint 50 mm de mercure de plus que 10 minutes. Les facteurs favorisants, c'est tout simplement l'obésité, le syndrome d'apnée de sommeil et l'oxygénothérapie. Alors, qu'en penser à l'hypoventilation nocturne? Tout simplement, face à des symptômes diurnes, les céphalées, le défaut de concentration, l'irritabilité, la fatigue, ou encore devant des symptômes nocturnes, le sommeil agité, non réparateur, la nicturie et le cauchemar. Donc, vous voyez bien cette grenouille qui ne se rend pas compte qu'elle a été déjà cuite. Donc, notre malade hypoventileur va commencer à hypoventiler le soir et ce n'est que lors d'un épisode d'insuffisance respiratoire aiguë hypercapnique qu'il débarque aux urgences. Le diagnostic se pose moyennant la mesure transcutanée du CO2 ou la PCO2 télé expiratoire ou tout simplement en pratique courante, une gazométrie nocturne ou dans la pratique courante plutôt une gazométrie au réveil le matin. J'insiste sur la nécessité de pratiquer une polygraphie ventilatoire aussi pour ne pas méconnaître un SAS associé. Voici donc un tracé d'oxymétrie qui montre une désaturation en marche d'escalier présentée par la partie jaune qui est franchement en faveur d'une hypoventilation alvéolaire nocturne. Un autre tracé d'oxymétrie qui montre le Sagging Oxygen Desaturation Profile, très en faveur aussi donc de l'hypoventilation alvéolaire. Mais attention au piège, parce qu'on peut avoir des cas d'hypoventilation nocturne sans désaturation. Un autre piège aussi, on peut être hypoventileur nocturne avec une capnie strictement normale le matin.
La prise en charge de l'hypoventilation, tout simplement, elle va passer par la VNI avec donc, les indications déjà suscitées. Je vous présente le cas d'un monsieur BPCO âgé de 60 ans et donc vous voyez dans la partie rose, la partie supérieure, l'effet de la VNI en termes de saturation aussi bien en éveil qu'en sommeil et en l'occurrence dans la phase REM. C'est une autre étude qui a porté sur, sur la qualité de sommeil des BPCO et vous voyez très bien des BPCO qui ont un SAS. La partie en rose, c'est des BPCO qui avaient un SAS associé et donc le score qui a diminué avant et après l'application de la VNI. Le syndrome des jambes périodiques, je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que ça va faire l'objet d'une conférence. Donc c'est un trouble sensitivo-moteur en rapport avec une perturbation dopaminergique. Il est fréquent chez les femmes, fréquent chez les BPCO, d'étiologie variable, mais elle est centrée par la carence en fer. Chez les BPCO, on trouve aussi parmi les étiologies la consommation de nicotine et l'hypoxémie. Donc, le syndrome des jambes sans repos, c'est donc le versant diurne, c'est de diagnostic clinique. Par contre, le syndrome des jambes périodiques, c'est donc le diagnostic nécessite une anamnèse typique, mais aussi une polysomnographie. Dernier donc trouble, c'est l'insomnie. En fait, pour un BPCO, il y a tellement de causes pour être insomniaque. Il y a les symptômes de la BPCO elle-même, une respiration laborieuse et les conséquences de cette respiration, l'hypoxémie, l'augmentation du tonus sympathique, l'anxiété et certains traitements. Donc, cette étude illustre bien donc, la répercussion de l'insomnie sur la BPCO. En fait, elle a divisé l'animation, elle est un peu en décalage. Donc, elle a fait la différence entre les bons dormeurs et les mauvais dormeurs. Et ils ont découvert que plus on est insomniaque, plus on avait un risque de BPCO et un risque d'exacerbation des BPCO. Et c'est des exacerbations qui étaient sévères. En fait, pour eux, selon cette étude, les mauvais dormeurs présentaient plus fréquemment des symptômes des BPCO avec risque d'exacerbation ultérieure, et ce, quel que soit le groupe de BPCO et quelle que soit la pertinence du traitement de la BPCO en cours. La prise en charge comporte certainement une thérapie cognitivo-comportementale, la mélatonine, la doxépine et le traitement étiologique, bien sûr. Alors, pour résumer, quelles sont les conséquences cliniques d'un mauvais sommeil de BPCO? Tout simplement un cercle vicieux qui va tourner autour du fardeau d'un mauvais sommeil et du fardeau de la BPCO elle-même, et ce, quelle que soit la nature ou les natures des troubles respiratoires du sommeil sous-jacent. Pour synthétiser, faut-il s'occuper du sommeil des BPCO? La réponse est oui, parce que ces troubles sont tellement fréquents et on a tellement de choses à faire pour ce malade. En fait, à chaque fois qu'on a des symptômes nocturnes ou encore diurnes, il faut apprendre au malade de tenir un journal de bord. On doit utiliser les questionnaires validés. L'actigraphie, quand même, elle reste du domaine de la recherche. Et sur le plan pratique, en tant que praticien, on doit faire la grande différence entre les symptômes liés à la maladie et les troubles respiratoires comorbides du sommeil. Et on doit vraiment pointer du doigt chaque problème pour essayer de l'évaluer de la manière la plus convenable. Je reviens finalement à Monsieur Tout-le-Monde. Donc, en fait, je vous raconte l'histoire de Monsieur Tout-le-Monde. En fait, c'est un BPCO très symptomatique parce que déjà, il est très mauvais observant. Donc, il a déjà un mauvais sommeil. En plus, donc, il a un syndrome des jambes sans repos. Ça, vous l'avez deviné certainement. Il est ronfleur, donc on a fait la polygraphie et il a un index apnée-hypopnée à 31, donc il a un overlap syndrome. Gentiment, on a appliqué la CPAP, puis on l'a perdu de vue. Il revient dans un contrôle après un an. Il rapporte donc une fatigue, mais quand même, on a un indice résiduel à 0,5 d'apnée-hypopnée par heure. Donc finalement, les problèmes d'apnée, c'est résolu, mais il a quand même une fatigue. On a une oxymétrie nocturne qui montre un T90 qui est largement supérieur à 10% et une capnie qui était normale. Sa gazométrie de fond a montré une hypoxie avec une PO2 inférieure à 55 à 3
semaines d'intervalle, ce qui définissait bel et bien l'insuffisance respiratoire chronique. Donc notre BPCO est carrément perdu de vue. Il a continué à utiliser sa CPAP, mais il était très mauvais observant, très mal éduqué sur le plan thérapeutique. Donc on est malheureusement tombé dans l'insuffisance respiratoire et on a appliqué l'oxygénothérapie au long cours. Donc pour conclure, les troubles respiratoires du sommeil chez les BPCO, c'est tellement fréquent, c'est quelqu'un qui a plusieurs comorbidités. Malheureusement, ces troubles, ils sont tellement graves en termes de qualité de vie, de risque d'exacerbation, mais surtout de risque de mortalité. On doit les dépister à temps, les traiter convenablement et se mettre dans la tête qu'un BPCO peut avoir plusieurs troubles en même temps. Donc, la recette magique, c'est de ne jamais banaliser le mauvais sommeil d'un BPCO et ne pas hésiter à reprendre l'interrogatoire à chaque consultation. Et merci. Merci. Merci beaucoup, Dr Gargouri, pour cette intéressante conférence. On a le droit à une question, mais je demande à tout le monde vraiment de rester pour le Sympo, parce qu'il y a une conférencière incroyable que vous allez voir, vraiment, il faut rester, ça vaut le coup, qui vient de France, donc vraiment très intéressant. Et en fait, est-ce qu'il y a une question de la salle? Pas de question? Oui. Merci Rahma. En fait, je voulais juste poser la question pour la lecture des polygraphies chez des sujets BPCO. Je suppose qu'il y a quelques difficultés. Il faut tenir compte de tout ce qui est en rapport avec la pathologie et tout ce qui est en rapport avec le SAS. Donc, est-ce que c'est là l'intérêt de l'examen clinique d'un patient avant de lui faire la polygraphie, mais quelles sont en général les difficultés que vous trouvez au cours de la lecture d'une polygraphie d'un sujet BPCO? Déjà, donc, le BPCO, il a tendance à l'hypoventilation et à l'hypoxémie. Donc vraiment, on n'arrive pas vraiment à deviner si c'est dû à un événement ou c'est tout simplement dû donc à l'hypoxémie due à la BPCO. Et finalement, on est en polygraphie, on n'est pas en polysomno. Donc, on n'arrive pas vraiment à définir si c'est vraiment en REM ou en dehors du REM. Donc, ça diffère. En plus, on trouve encore une difficulté plus importante lorsqu'on lit les tracés de polygraphie chez des BPCO qui sont sous oxygénothérapie. On ne peut pas vraiment s'amuser à enlever l'oxygène pour faire donc, la polygraphie. Donc, c'est au cas par cas. Et bien sûr, donc, on peut porter un diagnostic et on peut changer d'avis par la suite. Oui, d'accord. Merci beaucoup. Juste, puisque je suis, disons, impatient à entendre Claudia Launtrop pour la conférence qu'elle va présenter, je vous remercie beaucoup. Et on passe directement à Leila Gharbi qui va présenter Claudia Launtrop. Incroyable conférence.